années 30 pour des projets funeste. voilà. Et évidemment, les constructeurs, comme ça c'est souvent pratiqué, aimaient bien se copier les uns les autres. Pourquoi se compliquer quand un procédé est bon, on va le copier. Tout à fait. Donc nos amis russes, nos amis chinois ont copié, on peut le dire clairement, il y a prescription, ils ont copié le travail des ingénieurs allemands qui avaient fait du basique solide, fonctionnel, efficace. Et donc c'est une moto chinoise qui ressemble effectivement à une BM ou à une Zundap, mais c'est ni une BM ni une Zundap. Oui, sachant que techniquement les Zundap étaient beaucoup plus évoluées parce qu'on avait notamment en termes de transmission, etc., des choses qui étaient beaucoup plus complexes. Et c'est vrai qu'en fait ces motos chinoises et les motos russes et tchécoslovaques étaient plutôt autour de ce qui se faisait en Allemagne chez BMW. Et c'est vrai que ma foi, là, dans cette livrée-là, elle est plutôt très réussie. Vous venez nous parler un petit peu de votre moto, donc de ce side. Qu'est-ce qui à un moment vous a fait pencher sur cette machine en fait? Alors ces machines, je les pratique depuis que ma femme m'a interdit de rouler à moto. Encore elle? Elle m'a dit, avec l'arrivée de la petite, faut arrêter les grosses sportives. Donc on va dire au salon de la moto, j'ai redécouvert le sidecar en fait. Et c'est vrai, c'est pas une moto, c'est un side. C'est un side. On joue sur les mots, mais c'est vrai. Exactement. Et donc de suite, ça a séduit toute la famille. Oui, je vois que la fille elle est au taquet, il n'est pas question qu'elle laisse sa place. Hein. Tiens, parle-nous un petit peu, qu'est-ce qui fait que ça te plaît, toi, jeune fille, de rouler dans un machin pareil? En fait, dès que j'étais petite, mon père il m'a parlé d'un sidecar. Donc, un sidecar, moi je savais pas ce que c'était. Donc, il amène la moto et il me fait monter dedans. On fait le tour du pâté de maison. Et depuis, j'ai kiffé, quoi. Super. Là, il va la vendre, il va acheter une Clio. Non, ça non, ah non, ah bah c'est bon. Qu'est-ce que tu peux dire? Et en fait, non mais attends, et le truc, ça va nous rappeler un certain Jacques Pottrat, que peut-être certains d'entre vous ont connu, qui est un grand journaliste, qui disait, si tu veux que ta voiture, en l'occurrence il parlait de voiture, mais enfin voiture de collection, si tu veux qu'elle te survive, eh bien fais rouler tes gosses et mets ta femme au volant. Et en fait, on en est là, et effectivement, je pense qu'elle sera jamais à vendre. Bien joué, et très très fort, bravo. Ouais, en fait, j'ai fait rentrer le loup dans la bergerie et maintenant c'est difficile de s'en passer. Voilà. Et le problème, c'est que bientôt tu auras mal à la hanche et c'est elle qui va te conduire dans le petit baquet. Exactement. Voilà, donc j'ai prévu en fait pour mes vieux jours que je puisse m'installer à côté, voilà, avec mon petit siège médicalisé. Formidable. Bon, merci à vous les amis. Une chinoise en look Africa Corp, c'est gonflé. Ah oui, bah oui. Très très connue. La Triumph TR3 qui est un grand classique. Ben, quand on roule en Triumph TR3, en fait, nous on a connu cette période où en fait c'est comme pour les MGB, on rentrait en collection en fait. Tu vois, tu rentres en religion, là tu rentres en collection et tu commences par une petite Triumph TR3, des autos faciles là encore, toutes les pièces sont trouvables, etc. Une gueule incroyable, une petite portière, on est le nez au vent et là on se rend compte que la voiture ancienne c'est quand même autre chose qu'une berline tout simplement. Et puis c'est l'époque de la jonction, c'est-à-dire que la TR3 c'est encore un roadster, la TR4 c'est un cabriolet. On est d'accord. Hein, je pense que c'est deux choses différentes et là on est vraiment sur un grand classique. C'est vrai que la petite portière très basse avec la possibilité quasiment de toucher la route avec le bras, c'est assez original. C'est une voiture facile, une voiture simple. Mécaniquement, c'était vraiment facile, quoi. C'est un 4 cylindres endurant. Ils ont su faire un roadster efficace. Il est tellement endurant que le moteur en question, il provient directement d'un tracteur. Hein, c'est-à-dire que la mécanique est directement issue du Massey Ferguson, si je ne dis pas de bêtises, et du coup on l'a transposé. Les Anglais avaient cette capacité formidable, et notamment c'était plutôt du côté de chez Lotus qu'on était très fort pour ça, d'utiliser ce qui fonctionnait dans la production et on les greffait pour faire ses propres autos. La Triumph TR3 est complètement dans ce cadre-là. Et quand on dit parfois un moteur de tracteur, c'est pas péjoratif. Ah, pour le coup, non. Là, c'est au sens propre, et ça veut dire plutôt que c'est quelque chose de fiable et endurant. Fiable et solide, voilà. Absolument. C'est pas forcément un foudre de guerre, mais c'est pas ce qu'on recherche sur l'esprit du roadster. C'est une monture qui est endurante et qui va pouvoir durer des années et bien fonctionner. Et donc là, on se retrouve comme dans le cas de la Mini. Aujourd'hui, une TR3, peut-être pas que la totalité des pièces sont refabriquées, mais il y a beaucoup de choses qu'on trouve. Donc c'est important quand on commence en collection de se dire, voilà, ça c'est une des voitures sur lesquelles il y a des spécialistes, il y a des refabrications, et donc j'aurai pas trop d'ennuis à retrouver ce qui peut me manquer ou ce qui peut me lâcher.
Ça, c'est un détail important pour ne pas être effrayé par le fait d'acheter un modèle en se disant oh là là, où est-ce que je vais? Ça, c'est une des valeurs. La fameuse Caterham. Alors, ce que les peu de gens savent, c'est que en fait, Caterham est la seule marque autorisée à pouvoir produire des Lotus 7. Donc, puisque le modèle de base est la fameuse Lotus 7, Colin Chapman qui prend cette bonne idée en fait d'aller chercher les pièces sur ces voitures de course pour en faire une autre voiture de course. La voiture de course en question, c'est la Lotus 7. La Lotus 7, eh bien, elle avait cette particularité d'être faite pour une compétition en France qui a été célèbre, qui s'appelait la Coupe des Provinces. Et la Coupe des Provinces, il y avait un jeune pilote français, parce qu'à l'époque, il fallait monter sa voiture, hein, c'était des voitures qui étaient livrées en kit, et un jeune pilote français a monté sa voiture comme ça pour faire la Coupe des Provinces, et il s'appelait Henri Pescarolo. Et en fait, Henri Pescarolo a commencé sa carrière sportive sur une Lotus 7. Et puis, on parle de Lotus 7 parce qu'effectivement, la Caterham est sa transposition, entre guillemets, moderne. Absolument. Donc, c'est la possibilité aujourd'hui de rouler dans une voiture qui, en fait, est neuve ou quasi neuve, puisque la production, en fait, ne s'est jamais arrêtée. Et donc, d'avoir une copie, mais cette copie n'est pas un mot péjoratif, une copie d'une 7 d'époque, mais d'aujourd'hui. Et en fait, c'est une voiture qui est ultra agréable parce que on a l'impression de conduire un kart. Ah, c'est démoniaque. On n'est pas dans une voiture, on est dans un cas à part, et c'est une voiture qui a piloté, parce que le mot pilotage là prend son sens, c'est jouissif. C'est vraiment une voiture jouissive à utiliser. Bon, évidemment, comme certaines voitures qui ont eu la chance d'avoir une aura, soit par la télévision, soit par le cinéma, évidemment, dans la tête des gens, c'est le prisonnier. Donc évidemment, ça, c'est des éléments forts, exactement comme la DBS pour Amicalement Vôtre ou la Dino 246 ou certaines Bentley pour John Steed. Voilà, c'est des voitures sur lesquelles il y a un souvenir populaire lié aussi à une aura médiatique type télé ou cinéma. Et c'est mérité parce que là, en plus, cette voiture-là, c'est vraiment un jouet pour grandes personnes. Voilà, avec cette possibilité en plus d'avoir brillé en sport auto à l'occasion de courses. Et ce qui est d'ailleurs assez formidable, c'est qu'aujourd'hui encore, il y a des courses réservées au Lotus 7 et au Caterham. Voilà, donc l'histoire se perpétue et ça, c'est une des grandes caractéristiques de cette voiture. Merci. Des concours d'élégance, alors ça c'est vraiment une première. Alors vous applaudissez, vous faites du bruit, il faut vraiment l'impression, le garçon là, il est au Stade de France, hein, je compte sur vous. Allez. Oh, alors on est sauvés. Mesdames et messieurs, une superbe Camaro. Arrête. Alors c'est une voiture avec un moteur thermique. Ça n'est pas une voiture à moteur électrique. Pas encore. Hein, on en reparlera pour le moteur Ensoul en 2072. Voilà. Alors ce qu'il faudrait, c'est que normalement tu descendes de ta voiture et que tu t'allonges sur le capot. Alors on fait comme ça sur les américaines d'habitude, non? Bah oui, mais sa femme n'est pas là. Ah, donc ça n'a aucun intérêt. Tu peux rester dans la voiture, en fait. Voilà. Mais allez. Ah oui, non, sa femme est trop petite pour sauter sur le capot. Mais il a acheté une trop grosse voiture. Ah, regardez comme ils sont beaux. Ah, super. Et il voulait défiler toute seule avec sa casquette. Non, mais je te jure. Alors, là, évidemment, ça tombe bien parce qu'à quelques jours près, on y était. On est pile poil sur les 60 ans de la Mini qui, si on veut jouer aux puristes, c'était il y a quelques jours. Donc on est parfaitement dans le sujet. Donc un monsieur génial, anglais, Alec Isigonis, voilà. dit ce qui serait pas idiot, c'est de faire une toute petite voiture et plutôt que de mettre le moteur en long, on va le mettre en perpendiculaire par rapport au châssis. Nous, dans nos termes à nous, on parle de transversal et en fait, tout le secret est là. Et ce qui est super sympa, c'est qu'avec cette Mini, François, on peut le voir complètement. Tu veux pas enlever tout ce bordel qu'il y a devant là pour qu'on voit ce qu'il y a dessous? Parce que c'est ça en fait le truc. Sur une Mini normale, normalement ça on le fait pas. Mais là, sur celle-là, regarde. Parce qu'elle est un peu particulière. Non, elle n'est pas particulière du tout, elle est toute neuve. Regarde. C'est bon? Bon, la Mini, c'est évidemment un mythe. Parce que c'est une voiture qui existe toujours aujourd'hui sous une autre forme, qui s'appelle toujours Mini. Voilà. Même si elle n'a rien à voir, c'est une autre. Ce meeting. Alors, cette voiture-là, François, sincèrement, je suis pas italienne, tu vois. Moi, les italiennes me font chier, tu vois. Mais celle-là, Bah, ça tombe bien, moi je suis. incroyable cette voiture. La Fiat 500 L qui est en face de vous, messieurs dames, est neuve. J'ai jamais vu une Fiat 500 dans un état pareil.
Elle a été traitée comme si c'était une Aston Martin ou une Ferrari 456. C'est incroyable. Bravo. Bah, c'est ça qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on peut s'offrir des restaurations, bon, à tous les prix évidemment. Alors parfois, ça peut paraître surprenant de dépenser autant d'argent pour faire une restauration sur une voiture entre guillemets populaire. Mais voilà, c'est aussi ça la liberté. Alors, chacun attends, moi j'ai la propriétaire à côté. Hein? Pourquoi cette voiture? Mais qu'est-ce qui vous a pris? Ben, je suis allée au salon Rétromobile, je baladais, et d'un coup je l'ai vue, et j'ai eu un coup de cœur, j'ai dit je l'achète. Voilà, le problème c'est ça, c'est le coup de cœur. Ben oui, on est tous pareils, le coup de foudre. Et ça s'est passé comme ça avec votre mari aussi? Non, pas tout à fait. Ben oui. On le voit là, il sourit, mais il fait un peu la gueule hein, quand même. Et en fait, clairement, un grand bravo de présenter cette voiture. Alors, on ne veut pas du tout influencer le jury, il n'y a pas besoin de ça, il est assez grand. Mais c'est vrai qu'une Fiat 500 dans cet état-là, je comprends que vous ayez un coup de foudre. Et je pense aussi que vous avez fait beaucoup travailler sur cette voiture pour qu'elle soit dans l'état où qu'elle est aujourd'hui. Moi je l'ai achetée exactement dans cet état. Ah oui, donc vous n'avez pas du tout fait quoi que ce soit. Fait dessus, Non, acheté on tel m'a quel. offert le petit porte-bagages, voilà, et je m'en sers tous les jours. Dans Paris, on m'en sert tous les jours. Toi, tu dis que des conneries. Faut en pas fait, le dire tu trop vois. fort, Faut parce pas le dire trop qu'après, fort. C'est parfait, madame. Continuez. C'est l'intérêt de la carte grise de collection, mais il faut pas trop l'ébruiter parce qu'après, on pourrait avoir des politiciens qui disent ah tiens, on n'a pas pensé à ça, donc on va retirer l'autorisation. Non, ne vous inquiétez pas. Et puis en plus, ce qui est pratique, si tu veux, c'est qu'avec le toit ouvrant, tu peux faire le bras d'honneur, tu vois, c'est plus pratique. En fait. Ah, moi je fais le doigt tout court, mais Ouais, voilà, voilà. chacun son truc quoi. Merci beaucoup, Donc madame. elle est de 60. Alors oui, juste un petit détail. Allez, on va demander aux enfants de se pousser un petit peu, aux parents de récupérer leurs gosses. Voilà, Charlie Shop Cycle, avec un petit mais tout à fait magnifique Yamaha 650 XS, si je ne m'abuse. Absolument. Et ses échappements hallucinants. Là encore, un garçon qui a pris des bouts, qui a mis son talent au bout et qui a réussi à faire une machine formidable. Viens vite, viens vite, on va parler Alors ensemble. pour mémoire, donc la 650 XS de chez Yamaha, c'était le premier 4 temps chez Yamaha. C'est sorti en 69. Grande année évidemment dans le domaine de la moto. S'il en est. Et si je dis pas de bêtises, je crois que c'était une collaboration de Yamaha avec Toyota, puisque Toyota n'avait pas à l'époque l'expérience en 4 temps. Et donc c'est Toyota qui a plus ou moins construit ce moteur avec Yam. Et aujourd'hui ce moteur il reste, alors c'est un moteur classique hein, évidemment dans l'esprit des Anglaises. Complètement. On est vraiment complètement sur les images de triomphe, hein, effectivement, quand on regarde. Sans les emmerdements. Sans les emmerdements. Et donc ce moteur qui était un look d'anglaise avait la fiabilité d'une japonaise. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un moteur qui reste complètement à la page justement pour ce type de moto. Et on est à quoi 45 chevaux à peu près, c'est ça, d'origine? Environ, ouais. C'est ça. Et franchement c'est un moteur très chouette. Et c'est une très bonne base et une très belle base surtout pour faire effectivement une moto dans ce genre-là. Moi j'aime beaucoup parce qu'il y a le côté très dépouillé avec les gros pneus un peu ambiance bobber là comme ça. Je trouve que c'est très 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 joli. Et donc tu vas nous raconter un peu comment, pourquoi. Bah oui, parce qu'en fait c'est toi qui as fait cette moto, faut pas l'oublier. Oui, c'est moi qui l'ai faite. Dans un esprit d'essayer de garder cette ligne un peu vieille, même en vieillissant un peu la chose, parce qu'on a retiré les freins à disque et ainsi de suite. Et puis d'épurer le maximum, d'avoir le moins d'éléments possible, d'épurer vraiment la ligne, avoir un truc assez fin. Alors on voit également que notamment sur l'échappement, que sur le travail des trompettes au niveau des carburateurs, il y a un gros travail de métallurgie en fait. Oui, je fabrique toutes les pièces à la main, les échappements, les cornets, tout un tas de petits détails sur la moto en inox, un peu partout. Le réservoir, quasiment toute la moto, il n'y a plus grand chose d'origine de la moto. Tout a été revu. On a discuté tout à l'heure, tu m'as avoué que c'était donc un réservoir de DT que tu as rallongé. Oui, il a été rallongé d'environ 10 cm. Ouais. Donc c'est quand même beaucoup. Coupé en deux, tout l'intérieur, le tunnel est refait complètement. Et le cadre c'est un cadre de XS 650 d'origine, sauf la partie arrière avec la boucle. Mais enfin, c'est à 90% un cadre d'origine. C'est ça. Donc t'as réussi à conserver le cadre et le moteur d'origine avec toute une adaptation qui est quand même totalement composée et très réussie parce qu'elle est très harmonieuse en termes de couleurs. Il y a juste ce qu'il faut. Le petit trait bleu le rappelle sur les garde-boue et l'intérieur des jantes. Moi j'aime beaucoup. Voilà. Et puis donc, je vous rappelle que c'est l'auteur lui-même qui vient présenter son travail. Voilà. Merci. Ça a toujours existé. Hein. Non, mais celle-là, elle connaît bien la musique. C'est quoi ce cliché? Attention, mesdames et messieurs, regardez. Sous vos applaudissements. Sous vos applaudissements.
Elle est jeune, elle est belle et elle roule sur une petite mobilette terrible avec la tenue d'époque, chers amis. J'espère que ces messieurs dames du jury seront sensibles à cet effort. C'est important parce que la tenue d'époque, dans les concours d'élégance, c'est important. C'est important, voilà. Il faut, surtout quand on a le bon goût d'être raccord avec le style et l'époque, bien sûr, du véhicule qu'on présente. C'est super chouette. Regardez cette mob, elle est terrible. Elle est très très belle. Tu veux en parler de la mob ou tu veux pas en parler? Tu sais en parler, papa? Maman? Allez, maman, viens. Alors tu nous parles un petit peu de la mobilette, comment est-ce qu'elle est arrivée à la maison? Alors en fait, elle a été retrouvée dans la maison de l'oncle de mon père. Voilà, donc c'est une mobilette AU48 de 1962. Donc c'est juste avant les Bleus en fait. Hein. Et donc elle est dans son jus. Elle est ressortie comme ça de la grange. Bah, tu t'en souviens, Igor, c'est l'année où tu as passé ton bac? Bon, hein, j'ai pas eu le bac, c'était juste le brevet des collèges. Ça se t'appelait pas comme ça à l'époque. Tu t'es arrêté au bac à sable. Ah, ou c'est ça, oui. Bravo et merci.